Monde numérique. Quand tu vois une nouvelle tendance techno aussi forte, aussi puissante que l'intelligence artificielle, et tout le monde le dit, en fait, c'est peut-être l'équivalent de l'arrivée du web, tu vois, en termes de révolution. Au début, ça fait peur. Bonjour Ilan Abéacera. Hello Jérôme. Salut, on est en distanciel, en visio, mais en fait, on s'est vu il y a à peine 2 jours à New York, en vrai de vrai. Ouais. Voilà, on n'a pas pu faire l'interview sur le coup, donc je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui, dans le podcast Monde Numérique. Tu es un entrepreneur, français, basé, installé aux États-Unis depuis longtemps. Tu as vécu à San Francisco, à New York, et cetera. Tu es également investisseur et tu es surtout très proche de la communauté tech française aux États-Unis. Alors, on va parler un peu de ça justement. On va parler des tendances du moment dans la tech, notamment de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais d'abord, quelques mots sur ton parcours, si tu es d'accord, puisque c'est pour ça que je me permets de te tutoyer. Voilà, c'est un peu d'usage dans ce milieu-là, on va dire. Tu as fondé plusieurs startups dans la tech. Hein. Tu peux nous rappeler ça brièvement? Écoute, bien sûr, moi je suis arrivé aux Éta donc je suis franco-américain maintenant, mais je suis arrivé aux États-Unis il y a pile 20 ans. Donc j'ai commencé à travailler dans la tech en 2004. 2004, on se rappelle que c'est entre, la première bulle et la deuxième vague, ce qu'on a appelé à l'époque le web 2, donc les débuts du web social, Facebook, Twitter et cetera. Et puis pour finalement monter ma première start-up en 2008, quand à l'époque il y avait, vraiment quasiment pas de start-up à New York. Mmh. Heu, Moi j'ai démarré à ce moment-là. J'ai monté en tout 4 startups. La première dans le software productive, qui s'est fait racheter par une boîte publique, qui s'appelle Jive, qui était une boîte cotée au Nasdaq. On s'est fait racheter à peu près 5 ans après l'avoir démarré. Je suis parti habiter à Palo Alto pendant 2 ans pour bosser pour eux avec toute notre équipe. Puis ensuite, je suis revenu à New York et j'ai bossé pendant, un peu plus de 7 ans dans le hardware. Donc consumer électronique, j'ai monté une première boîte qui s'appelait Illy, où j'ai tout appris du manufacturing, de la Chine et cetera. Mais on n'a pas réussi à lever, en tout cas suffisamment pour lancer ce produit, mais j'ai C'était quoi ce produit, Illy? Illy, c'était un espèce de téléphone fixe, donc téléphone de maison, mais complètement réinventé Mmh, à l'ère de FaceTime, à l'ère du messaging qu'on connaît sur nos téléphones. Et en fait, j'avais envie de connecter mes enfants au reste de leur famille avant ouais. qu'ils aient leur propre device. Donc, c'était un device avec un grand écran et les photos de tous les membres de la famille qui sont connectés via des applis mobiles, pour le coup, les applis d'Illy. Et puis, on peut faire un vidéo call, envoyer un dessin, partager des photos, etc. Donc, c'était pour les connecter sans avoir à leur donner un iPhone à 10 ans ou un iPad. Ouais. C'est vrai, Donc, c'était vachement ambitieux. c'était très ambitieux, peut-être un peu trop à l'époque, parce qu'en fait, tous les invests qu'on voyait, on avait quand même levé 3 millions, mais tous les investisseurs qu'on voyait me disaient la même chose. Ils me disaient, ouais, mais maintenant les enfants, ils ont tous des iPhones, ils ont tous des iPads. Pourquoi on aurait besoin d'un autre device? Et c'est vrai que c'était une vraie question. J'avais pas Mmh. forcément la réponse, mais il se trouve que tu as eu quand même Google, Facebook et Amazon qui se sont lancés sur ce créneau avec le Amazon Echo Show, Google qui avait son produit et Facebook avec le Portal, Ouais. qui sont arrivés 1 an ou 2 après nous. Dont on n'entend plus beaucoup parler d'ailleurs de Portal. Non, bah là, ils viennent effectivement de tuer Portal. Ouais. Mmh. Bah, c'est des choses qui arrivent. Effectivement, effectivement. Ouais. Et Heu, puis après, tu as même alors, l'histoire continue parce que tu es vraiment ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Tu t'es lancé dans un autre type de produit, c'était une brosse à dents, connectée, c'est ça? ouais, c'était en fait un robot qui automatisait le brossage. Donc, donc en fait, le problème qu'on voulait adresser, c'est, les enfants ne supportent pas se brosser les dents et en plus, ils se brossent très mal les dents. Et finalement, si on arrivait à automatiser le brossage, en gros, avec une espèce de gouttière, un device qui injecte en plus du dentifrice liquide et en fait, tu appuies sur un bouton et ça brosse automatiquement les dents. Et ben, en fait, on règle le problème de l'hygiène dentaire Mmh. et par là même, on séduit les parents parce que c'est un vrai problème pour nous Ouais. avec des enfants assez jeunes. Et donc en fait, c'est monté par, Hugo de Gentil et son père, le père dentiste à Limoges, le fils Hugo qui sortait de l'EM Lyon, pareil à Limoges. Et ils développent un prototype de cette idée
parce qu'il se trouve que Jean-Marie est un inventeur un peu de génie et ils arrivent à faire marcher un prototype où, tu sur un bouton, ça te brosse les dents et moi, ils me contactent à ce moment-là en me disant: «Écoute, on sait pas lever d'argent, on sait pas monter une équipe, on connaît pas la Chine, on connaît pas le hardware, mais par contre, on a un produit, assez révolutionnaire et on aimerait bien avoir un cofondateur aux États-Unis qui nous aide», voilà et moi, il se trouve que Génial. j'avais, je pense, les compétences qu'eux n'avaient pas et on était très complémentaires et j'ai rejoint cette aventure. On a fait ça pendant 4 ans et demi et au bout de 4 ans et demi, qui était en plein pendant le covid et cetera, on arrive finalement à lancer le produit. C'était très dur. On arrive à lancer le produit et à vendre notre premier batch, d'unités et moi, j'avais ça y est, je pense que j'avais assez donné dans le monde du hardware, de la Chine et cetera. J'avais envie de passer à autre chose. Je me suis fait remplacer et Willow continue aujourd'hui, donc a levé plus d'argent depuis mon départ, et vient de C'est lancer sa Willow, WI2LO, hein, c'est ça? exactement et vient de lancer sa deuxième version il y a quelques semaines. Ouais. Donc on verra où l'aventure se termine, mais très belle technologie, plus d'une cinquantaine de brevets, belle équipe, donc à suivre encore. Donc une belle série, puis c'est pas terminé. Tu t'es lancé également ta dernière aventure entrepreneuriale, c'était encore dans la communication. Tu revenais Ouais, un peu aux c'est produits vrai. d'avant, c'est ça? C'est vrai que j'ai toujours, touché à des choses, qui touchent soit l'éducation ou les enfants, soit la communication, soit les 2 ensemble et mon dernier, projet s'appelait Async, et Async en fait, c'est une réinvention de l'email mais à l'ère des notes vocales. Moi, j'adore les notes vocales. Je trouve que c'est un format qui est très productif pour expliquer quelque chose de parfois un peu complexe ou où on a besoin de mettre un peu d'émotion, et cetera et je me suis dit: «On va amener ça, on va amener les notes vocales au monde du travail avec du transcript, avec du résumé et puis surtout une façon de répondre à plusieurs, sujets qu'il peut avoir dans une note vocale et donc de créer finalement une conversation mais complètement asynchrone. Donc éviter un Zoom ou éviter un email un peu froid et assez statique. Donc voilà, on a monté Async, on a levé de l'argent pour monter Async, on a créé vraiment un beau produit, mais on n'a pas réussi à trouver, en fait, ça c'est des produits qui demandent beaucoup d'éducation et donc du coup d'investissement marketing. On n'a pas réussi à trouver notre marché suffisamment tôt et assez gros, et là on est en train de finaliser la vente de Async et ça, c'était ma dernière aventure entrepreneuriale qui s'est arrêtée il y a à peu près 1 an. Donc Async a continué à vivre on the side, mais Mmh. en parallèle d'Async, j'avais aussi monté un fonds d'investissement, qui s'appelle Origins. Très bien. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, à la fois, bon, bah, à titre personnel, à titre professionnel et puis ton regard sur l'évolution des technologies par rapport à tout ça? Parce que tu as touché un peu à tout. Il y avait du software, du hardware, ce qui, encore une fois, je le dis, est très ambitieux. De faire du hardware, c'est très compliqué, même si on est aux États-Unis. C'est quoi ta morale? Bah, la morale, c'est que tu as 2 types d'entrepreneurs, je pense. Tu un entrepreneur qui va, choisir on va dire de réinventer ou de moderniser un marché ou un produit et là, ça demande un peu moins de créativité et ça demande beaucoup plus de savoir dans l'exécution. Donc bah, tu plein d'exemples, d'ailleurs pas que dans la tech, hein, ça s'applique à tous les types d'entrepreneurs, dans tous les secteurs. Dans la restauration, tu vas prendre un concept, vieux comme le temps, comme McDonald's et puis tu vas faire une chaîne de hamburgers, juste plus healthy, plus petit, peut-être moins cher, en centre-ville et ça s'appelle, Shake Shack, tu vois? Par exemple. Mmh. Pareil pour, les salades bar, maintenant ça s'appelle Sweetgreen aux États-Unis, tu as dû les voir. Et dans la tech, en fait, c'est pareil, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ont repris, des softwares très vieux et qui les ont modernisés. Aujourd'hui, tu peux t'attaquer tu vois, au Intel, au SAP, au, WebEx et puis tu vas trouver des alternatives modernes à tous ces softwares-là. Et puis tu as le deuxième type d'entrepreneur qui est un entrepreneur plutôt créatif qui invente ou qui essaye d'inventer un peu le futur et les prochains usages. Moi, j'ai toujours été ce type d'entrepreneur-là parce que en fait, c'est comme ça que fonctionne mon cerveau. Je suis un peu je pense que je suis un peu créatif et donc du coup, je vois un problème et la façon dont je vais essayer de solutionner ce problème, c'est souvent avec quelque chose qui n'existe pas Mmh. et ça, c'est très risqué, parce qu'il faut éduquer le marché. Il faut expliquer ta façon de solutionner ton problème. Il faut expliquer ton produit, pourquoi c'est une bonne solution.
et ça, bah, parfois ça marche, mais souvent ça marche pas parce que c'est souvent beaucoup d'investissement marketing que tu as pas quand tu es une petite start-up ou alors il faut un spark, tu vois? Une espèce d'étincelle, d'un influenceur ou de quelqu'un de très connu qui va commencer à utiliser ton produit, en parler et finalement évangéliser à ta place. Et c'est marrant parce que moi j'ai toujours été de ce côté-là de l'équation. C'est ce qui fait que, bah, il y a des projets qui ont marché et d'autres qui ont pas marché. J'ai pas de regrets parce que c'est comme ça que je suis fait. Mais c'est vrai qu'à choisir, la première version d'entrepreneur qui reprend des anciens produits et qui les modernise, il y a peut-être un petit peu moins de risques. Ouais. Donc si c'était à refaire, c'est plutôt dans cette voie-là que tu irais? J'aimerais bien, mais après c'est peut-être pas ma nature d'être comme Ouais. ça, donc En voilà, fait, tu aurais c'est pas comme ça, envie. on se réinvente pas. Ouais. Et là, je le disais, donc tu as ton aventure personnelle, puis tu vis dans cet écosystème, tech, new-yorkais, préalablement, californien, au milieu de beaucoup de Français, parce que les Français sont quand même présents depuis longtemps, encore aujourd'hui. Elle en est où cette espèce de communauté française tech aux États-Unis aujourd'hui? Écoute, bon, il y a eu pas mal de phases. Moi, je suis arrivé il y a 20 ans. Quand je suis arrivé, on était honnêtement, quelques entrepreneurs français aux US. New York, très peu, Californie, un peu plus, Mmh. mais c'était vraiment, balbutiant et donc c'est vrai que j'ai vu un peu toutes les phases et puis il y a eu, on va dire entre 2010 et 2020, beaucoup, beaucoup d'arrivages. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, tu as eu, des incubateurs comme Y Combinator, qui ont recruté beaucoup d'entreprises françaises parce qu'on a des très bons ingénieurs en France. Et donc du coup, tu as eu, des Algolia, des Checkr, des boîtes comme ça qui sont, heu, presque nées aux États-Unis. Cer Algolia était né en France, mais ensuite a eu connu son succès aux États-Unis. Checkr, par exemple, c'était 2 Français, qui étaient déjà basés à Palo Alto. Et en fait, tu as eu une génération d'entrepreneurs français qui ont donné envie à beaucoup d'autres de venir. Mmh. Et la majorité allait en Californie et 10-15 qui arrivaient à New York et encore un autre 5 10 qui allaient ailleurs aux États-Unis. On va dire que c'était les 2 pôles, principaux. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'arrivages, parce qu'ils commençaient à avoir un playbook, tu vois? Tu es un entrepreneur français, comment tu t'installes aux États-Unis? Comment tu recrutes tes premiers employés? Quels sont les VC qui aiment bien les Français? Mmh. Qu'il faut aller voir pour pitcher et puis tu commençais à avoir un peu tout cet écosystème qui s'est mis en place naturellement et qui fait que ça a attiré beaucoup de monde. Depuis Covid, franchement, beaucoup moins de d'arrivages. Bah, forcément, au moment du Covid déjà, heu, ça valait moins le coup pour un entrepreneur français de venir s'installer ici, de dépenser beaucoup d'argent pour, finalement rencontrer personne. Donc il y a eu 2 ans vraiment très calmes et puis depuis, post-Covid, on va dire, 2022 et ben, c'est plus ce que c'était. La tech, l'investissement, il y a quand même moins d'activité, les valorisations se sont un peu cassées la gueule et puis maintenant, tu as l'avènement de l'AI, qui est arrivé il y a, on va dire, depuis 2 ans, où là, tu as une nouvelle vague et donc tu revois à nouveau des entrepreneurs français, qui reviennent aux États-Unis, un petit peu à New York, et pas mal dans la Silicon Valley, beaucoup chez Mmh. YC. Chaque, cohorte, tu as pas mal d'entreprises françaises. Donc là, j'ai l'impression que ça repart un peu. Voilà, les phases un Ouais. peu que j'ai vues. Parce qu'il faut le rappeler, il y a quelques beaux noms, historiques qui font maintenant partie du paysage, hein, et aux États-Unis, à New York, ou en Californie, qui ont été créés par des Français, hein. Ah bah, tu en as beaucoup maintenant. Tu as des très, très belles boîtes, hein, On oublie même qu'elles sont françaises parfois, hein. oui, bah, d'ailleurs, c'est dur de savoir, celles qui sont restées françaises, de celles qui Ouais, sont devenues américaines ou celles qui sont nées aux États-Unis, mais qui sont montées par des Français, mais tu en as vraiment pas mal. Des billion dollar companies, montées par des Français, tu en as maintenant quand même quelques-uns. ouais, il y a Heu, quoi? Il y a Je sais pas si on devait en citer, tu penses à quoi? Il y a Datadog, il y a des ouais, Datadog, c'est le premier qui me vient en tête. Tu as Snowflake, qui est monté par des Français, mais qui est une boîte pour le coup assez américaine. mmh, Aujourd'hui, tu as Content Square, hein, qui fait vraiment partie de ces boîtes-là, qui a 40 voilà, ou que tu as rejoint récemment et on va en j'ai parler. rejoint, Mmh. exactement, mais qui a 40 de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Dans la Silicon Valley, tu en as encore, pas mal d'autres, hein. Tu as Algolia, tu as Checkr que je citais tout à l'heure qui pèse déjà plusieurs milliards en valorisation.
Il y en a plein, en fait, il y Ouais. en a plein. Donc ça aussi, en fait, les Français qui ont réussi à construire un vrai business aux États-Unis et qui sont pas juste une filiale tu vois, de la boîte française parce qu'il faut avoir une filiale aux États-Unis, là, maintenant, tu commences à en avoir beaucoup. Ouais, et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes entrepreneurs, aux aspirants, entrepreneurs, aujourd'hui? Sachant que, bah, en France, il y a eu quand même aussi un mouvement, très fort de création d'entreprises, notamment dans la tech, la French Tech et cetera, et de la même manière, depuis le covid et post-covid, bah, les temps sont beaucoup plus durs, hein. Il y a eu des faillites très récentes et cetera, enfin, en tout cas, des baisses d'activité fortes. Qu'est-ce que tu dirais? Tu leur dirais: «Restez en France ou en Europe, et allez-y à fond» ou bien, non, ça vaut le coup encore de venir tenter, aux États-Unis parce que, ça va plus vite, parce que, ça se passe mieux et cetera? Non, 100. Moi, à chaque fois qu'on me demande, je pousse tout le monde à venir aux États-Unis pour une raison assez simple, c'est que, en fait, quitte à passer beaucoup de temps et d'énergie et de ressources et d'argent à faire réussir ta boîte, dans la tech, hein, je parle dans la Mmh. tech, Mmh. autant le faire là où le marché est le plus gros. Le marché est le plus prêt à, des nouveaux produits, des nouveaux usages, hem, où les budgets sont là, où les Américains n'ont pas peur du risque de tester des nouvelles choses et cetera, et aussi là où il y a le plus de liquidité, là où il y a le plus d'exit, là où il y a le plus d'investissement, d'argent, de talent. Il y a Mmh. beaucoup de talent en France aussi, engineering, et souvent d'ailleurs le bon schéma, c'est d'avoir, ta tech en France et le go to market et l'un des fondateurs aux États-Unis. Ça, c'est ce qui marche le mieux, ça marche encore aujourd'hui et ça marchait il y a 20 ans. C'est comme ça que j'ai démarré aussi. J'avais des ingénieurs en France. En fait, ça, c'est un excellent modèle. En Il fait, faut un pied de chaque côté de l'Atlantique, en fait. moi, je trouve que ça, c'est le bon modèle, mais après, tu peux avoir tout le monde aux États-Unis et ça se justifie très bien Mmh aussi. mh. Évidemment, ça a un coût. C'est plus cher de faire tourner une boîte aux États-Unis, de vivre ici, pour les fondateurs, pour une petite équipe, de payer les salaires. C'est plus cher. Mais je pense, quitte à investir et si tu as suffisamment on va dire, de fonds pour le faire, pour moi, il y a pas photo entre les États-Unis aujourd'hui et le reste du monde. C'est même pas que la France ou Mmh. l'Europe, hein, Ce que ça tu reste disais, le discriminant, l'élément important, c'est ce que tu appelles l'exit, c'est-à-dire la possibilité véritablement de réaliser un bénéfice, notamment pour les investisseurs, à un certain point, c'est ça? Oui, après, quand on est entrepreneur, je pense que ça doit pas être du tout notre focus de penser à une exit. Moi, tout à l'heure, tu disais que j'avais un profil de serial entrepreneur. Mais en fait, je pense qu'un vrai entrepreneur, à chaque fois qu'il monte une boîte, c'est sa dernière. Moi, c'est vraiment ce que je me suis dit à chaque fois que j'ai monté ma boîte. C'est pas, c'est quoi la boîte d'après que je vais monter? Et donc, en fait, tu montes une boîte, tu as envie d'avoir le maximum d'impact possible. Il se trouve que quand tu lèves de l'argent avec des investisseurs, à un moment, il faut sortir de l'argent. Mais c'est pas forcément une exit, de vendre ta boîte, ça peut être une IPO, mais ça, c'est très Donc dur, donc et l'entrée ça en peut être bourse. aussi de la vente secondaire, de stock, de faire rentrer d'autres investisseurs qui rachètent les premiers, et cetera, et dans tous les cas, aux États-Unis, tu as plus de liquidité, tu as plus d'options. Mmh mh mh. Ilan, donc maintenant tu as rejoint, Content Square, qui est une entreprise qui fait de l'analytics pour les sites web et cetera, hein, c'est Mmh. ça? Mmh. Et c'est quoi le prochain, le prochain défi dans ce Bon, cadre-là? écoute, je pense que ce qui est intéressant quand tu regardes ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la tech, bon, on a compris que l'intelligence artificielle était en train de tout bouleverser. Quand une boîte comme Content Square qui est une boîte qui a 12 ans maintenant, 1 600 employés, un très, très beau chiffre d'affaires, global avec, une bonne partie qui vient des États-Unis, et cetera, donc une boîte bien installée dans le software. Quand tu vois une nouvelle tendance techno aussi forte, aussi puissante que l'intelligence artificielle, et tout le monde le dit, en fait, c'est peut-être l'équivalent de l'arrivée du web, Mmh tu vois, en mh. termes de révolution. Hem, Au début, ça fait peur. Tu te dis: «OK, mais comment ça va révolutionner mon produit? Comment ça va transformer, mon produit? Qu'est-ce que ça doit apporter à mes clients?» Comment éviter de faire du, AI washing? Donc ça veut dire, en gros, comment éviter de parler d'AI sans que ça ait une vraie valeur pour nos clients, tu vois? Ça, c'est un sujet qui est très complexe, et je pense qu'au début, personne n'avait la solution dans les grandes boîtes tech. Et d'ailleurs, tu vois, même des Google ont démarré tard. Alors ils ont Ouais. vite rattrapé leur retard, mais ils ont quand ChatGPT est arrivé, en fait, c'était tremblement de terre partout. Mmh. Apple est Et très en retard.
Apple est vraiment encore en retard, hein, honnêtement, c'est même inquiétant parce qu'ils peuvent vraiment perdre. Moi, j'entends en ce moment pas mal de gens, ça faisait longtemps que c'était pas le cas, mais qui me disent: «Moi, je vais passer sur Android» parce que, parce qu'on est trop en retard Mmh. sur Siri. Ouais. Alors, apparemment, ils ont pris conscience du problème. Ils sont en train de réorganiser en interne, pour relancer, et pour essayer d'accélérer, cette Bah, étape. j'en suis sûr, mais c'est pour dire que, voilà, des boîtes comme Content Square, nous, on s'est vraiment posé ces questions-là. Ouais, vous Finalement, vous êtes dit: «L'IA arrive, il faut en faire quelque chose, mais de manière intelligente, quoi», et qu'est-ce qu'on en fait, en fait? ouais, exactement. Je pense que tout le monde s'est posé la même question. Alors, la réalité sur, l'intelligence artificielle, c'est que ton ta stratégie autour de l'intelligence artificielle, elle est aussi puissante que ton dataset, que les datas que tu collectes. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est le Bien sûr. volume de data que tu as qui te permet de sortir des recommandations, les bonnes réponses, et cetera. Il se trouve que Content Square, on a un volume de data qui est extraordinaire, qui est gigantesque parce que nous, on collecte des centaines de data points chez tous nos clients, des datas quantitatives, la conversion, sur ton site, le score de frustration, le trafic, les revenus, et cetera, mais aussi de la data qualitative, le NPS, les surveys que tu peux mettre sur ton site, les sondages, et cetera. Mmh. Donc en fait, toutes ces datas-là, on s'est dit: «OK, à quoi ça peut nous servir pour construire le futur Content Square?» Et en fait, on part avec beaucoup d'avance grâce à ça. Et donc en fait, on a très vite commencé à travailler sur utiliser notre data pour produire des recommandations, des insights et un jour même la suite, c'est-à-dire que nos recommandations, on les implémente nous-mêmes. Comment des agents peuvent, comprendre, ce qui se passe sur ton site, pourquoi tu as perdu de la conversion, pourquoi tu convertis moins bien que la semaine dernière. Peut-être que c'est à cause de ton contenu, peut-être que l'image elle est trop grande, peut-être que le prix il est mal placé, peut-être que tout ça. L'analyser, produire des recommandations et même, tu vois, réagir sur ton CMS automatiquement. Donc ça c'est les choses qu'on a commencé à développer avec pas mal d'autres voies qui je pense, vont nous permettre de rester market leader sur des analytics Ouais, parce que pendant encore longtemps. c'est ça l'enjeu, c'est qu'il y en ait pas, qu'il y ait pas une petite start-up, qui arrive, qui soit béton sur l'intelligence artificielle et qui vienne vous disrupter, comme on dit. Bah, tu as raison et en fait, quand tu es une grande boîte, alors Mmh. nous, on est relativement grand, mais en fait, tu fais pas trop attention aux petits. Tu regardes plutôt les gros qui te prennent tes deals. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire quand je suis arrivé, c'est de me dire: «Non, mais en fait, les plus dangereux, c'est peut-être les plus petits». Parce que c'est eux qui ont peut-être la solution de demain que nos clients vont rechercher. Alors il y a 2 choses, il y a 2 avantages qu'on a par rapport aux petits, c'est que un, bah, ils ont pas la data qu'on a et ils vont Mmh. mettre beaucoup de temps à l'avoir et 2, les grandes boîtes, nos clients, donc ce qu'on appelle les enterprise, clients, hem eux, ils vont pas travailler avec des petites startups. Tu vois? Donc ça va prendre quand même du temps, mais par contre, je pense qu'on a pas mal de choses à apprendre de ce qui se passe, sur l'innovation early stage. C'est clair et on y fait attention. Merci beaucoup, Ilan Abeacera, donc entrepreneur français aux États-Unis et donc aujourd'hui chez, Content Square, et donc bonne chance dans ta prise à bras le corps de cette question de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Jérôme pour Merci l'invitation. beaucoup, merci Ilan de m'avoir consacré du temps, dans un emploi du temps que je sais très, très serré. Effectivement. Bonne continuation. Ciao, ciao. Merci.